Histoire du conflit israélo-palestino-arabe. Pour discuter de cette histoire, il faut remonter dans le temps. Vraiment très loin dans le temps. La terre d'Israël a toujours été le rêve du peuple juif. Pour comprendre à quel point cette parcelle de terre est minuscule, il faut jeter un œil à cette carte. Cette toute petite zone ici couvre Israël, et en réalité, une partie d'autres pays également. Si vous faisiez un zoom arrière pour regarder le monde arabe, vous verriez une immense portion du globe. Et à côté, ce minuscule point, à peu près la moitié de la taille du New Jersey, qui correspond à l'état d'Israël actuel. C'est une très petite parcelle de terre. Et si vous regardiez la partie la plus étroite de cette région telle qu'elle est constituée aujourd'hui, elle ferait environ 14 km de large à cet endroit-là. L'histoire juive liée à la terre d'Israël commence approximativement en 1300 avant Jésus-Christ. Moïse quitte l'Égypte vers 1300 avenue Jésus-Christ. Il existe différentes tentatives pour dater cet événement. Un peu plus tard dans le siècle, Josué entre dans la terre promise et traverse le Jourdain, n'est-ce pas? Le peuple juif sort d'Égypte, traverse la mer Rouge, erre dans le désert, puis entre dans le pays de Canaan, c'est-à-dire toute cette région. Vers 1000 avant notre ère, le royaume de David est établi. Jérusalem en est la capitale, n'est-ce pas? C'est la première fois que Jérusalem a une importance dans l'histoire mondiale. Rappelez-vous, c'est encore 1000 ans avant le Christ. En 957 avant notre ère, le premier temple de Salomon est construit. Il est construit à Jérusalem. N'oubliez pas que cela se passe encore environ 1600 ans avant l'émergence de l'islam. Il y a beaucoup de conflits internes parmi les Juifs. Il y a une séparation entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Ce sont deux royaumes distincts. Et on finit avec des cartes anciennes qui ressemblent un peu à ça, n'est-ce pas? Cette carte ancienne représente le royaume d'Israël, qui comprenait 10 des tribus. Et puis il y avait le royaume de Juda, qui était gouverné selon la loi davidique. Le premier exil des Juifs a lieu en 722 avant notre ère, lorsque les Assyriens arrivent en force du nord-est de l'Empire assyrien, en haut de cette carte. Ils envahissent par le nord. Ensuite, un autre exil a lieu en 586 avant notre ère. C'est l'exil babylonien. Depuis cette région éloignée sur la carte, les Babyloniens arrivent. Ils conquièrent le territoire et détruisent le premier temple. En 515 avant notre ère, il y a un grand retour depuis Babylone, et le deuxième temple est construit. En 63 avant notre ère, les Romains prennent le contrôle. À ce moment-là, Pompée, pas encore empereur, mais simple général, prend le contrôle de la région, et la Judée devient un État vassal. La Judée reste un État vassal de l'Empire romain, marquant en quelque sorte la fin d'un royaume juif indépendant. On l'appelle alors Judée. Ce n'était pas appelé Israël. En 70 de notre ère, Jérusalem est détruite. Il y a une révolte juive contre le gouvernement romain à cause de mauvaises pratiques administratives, de conflits internes, et d'une répression des pratiques religieuses. Jérusalem est détruite. Et non seulement Jérusalem est détruite, mais le second temple est également détruit à ce moment-là. Entre 130 et 136 de notre ère, il y a une révolte massive des Juifs menée par un général nommé Simon Bar Kokhba. La révolte de Bar Kokhba fut extrêmement dommageable pour l'Empire romain. Ils ont dû mobiliser des ressources extraordinaires pour écraser cette révolte, ce qui explique pourquoi elle a presque constitué un royaume indépendant pendant 4 ou 5 ans. Ils ont renommé la région, Palestine, comme une insulte aux Juifs. C'est pourquoi elle a été nommée Palestine. Donc, quand on parle de Palestine historique, il faut comprendre que l'existence de la Palestine en tant que nom visait à insulter les Juifs, considérés comme les habitants historiques de la terre. Et ce nom est utilisé pour la première fois en 136 de notre ère, soit environ 1200 ans après l'entrée des Juifs sur cette terre, au minimum. Ensuite, on arrive à la fondation de l'islam, qui a lieu vers le 7e siècle de notre ère. Les Arabes prennent le contrôle de cette terre vers 636. En 1099, les croisés décident de reprendre la terre. De 1099 à 1291, les croisés livrent bataille au monde islamique et établissent leur domination à Jérusalem et en Israël. En 1291, les croisés sont vaincus et un groupe musulman appelé les Mamelouks prend le pouvoir. Il règne pendant quelques centaines d'années. En 1517, l'Empire ottoman, un autre empire musulman, prend le contrôle de toute la région. Il faut comprendre que, depuis la destruction du royaume de Judée, aucun État indépendant appelé Palestine n'a été établi à aucun moment.
Cela a toujours été un territoire d'un empire périphérique, et en réalité assez peu peuplé, car il n'y avait pas grand-chose là-bas, en fin de compte. L'Empire ottoman, pendant toute cette période de 1517 à 1918, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, n'encourageait pas l'installation de population sur cette terre, et avait même interdit aux Juifs d'acheter des terres. Il était en fait interdit aux Juifs d'acheter des terres dans cette région. Les Juifs ont donc commencé à conclure des accords officieux avec des Arabes locaux pour acheter leurs terres. Ainsi, on voit des Juifs tenter de fuir différents endroits d'où ils avaient été exilés depuis des milliers d'années, pour retourner en Terre Sainte. Il y a toujours eu une présence juive ici. Tout au long de ces exils, il n'a jamais existé une absence totale de Juifs, par exemple à Hébron, à Jérusalem, ou dans diverses zones de la Terre Sainte. Mais la première grande Aliyah, que l'on appelle Aliyah en hébreu ce qui signifie « montée », car il s'agit d'une élévation spirituelle qui se produit lorsque l'on va en Terre Sainte marque un tournant. La première Aliyah a lieu vers 1882, à la fin du XIXe siècle, et ce sont principalement des Russes qui tentent de fuir les pogroms en Russie. En 1897, le mouvement sioniste commence, et c'est l'idée qu'il y aura un État juif indépendant en Israël. Il est lancé par Theodor Herzl. C'est lui le fondateur de l'organisation sioniste mondiale. Ce n'est pas un juif particulièrement religieux. Il lance ce mouvement après l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est cette affaire célèbre en France, dans laquelle un membre de l'armée française, qui était juif, a été faussement accusé d'espionner pour l'Empire austro-hongrois. Cela a déclenché une immense vague d'antisémitisme. Il a été condamné, malgré les preuves de son innocence, à cause de l'antisémitisme, et Herzl en a conclu que l'antisémitisme représentait une menace trop forte. Les Juifs ont besoin d'un foyer national qui leur appartienne. En 1917, la Grande-Bretagne proclame la déclaration Balfour. Elle déclare qu'il y aura un foyer national juif dans la région d'Israël. La terre promise aux Juifs ne correspondait pas uniquement à ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, mais incluait aussi la Jordanie, qu'on appelait alors la Transjordanie. Cela a un certain sens, car les États arabes autour allaient être l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Syrie, le Liban. Toute la région est entourée d'un ensemble d'États arabes. En 1920, il y a des pogroms arabes contre les Juifs à Jérusalem. Donc, quand certaines personnes disent qu'il n'y a eu aucun conflit entre Arabes et Juifs avant la création de l'État d'Israël, c'est tout simplement un mensonge. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a eu d'importants pogroms arabes contre les Juifs à Jérusalem parce que les Juifs voulaient commettre le grand péché de prier au mur occidental. Cela, bien sûr, n'était pas autorisé. En 1922, après la Première Guerre mondiale, les Britanniques reçoivent un mandat sur la région de la Palestine. Ils commencent à revenir sur les promesses de la déclaration Balfour. Les Britanniques séparent la Transjordanie, qu'ils renomment Jordanie, et déclarent qu'elle sera attribuée aux Arabes. En 1929, il y a une autre grande émeute anti-juive à Hébron. Face à toute cette violence et à ces émeutes, les Britanniques décident de tenter continuellement d'apaiser la population arabe de la Palestine sous mandat britannique. Ils commencent donc à restreindre les transferts de terres aux Juifs. En 1937, la commission Peel propose un plan de partage, dans lequel les Britanniques garderaient le contrôle de Tel Aviv, Jaffa et Jérusalem. Il y aurait une petite portion de terre qui reviendrait à Israël, mais elle serait déjà prédivisée une petite zone ici, peut-être un peu plus là, et puis la majeure partie du Negev, qui est essentiellement un désert vide. À ce stade, les Juifs immigrent en Palestine en nombre croissant, car l'antisémitisme en Europe s'aggrave, mais aussi parce qu'il existe un mouvement sioniste et ouvrier naissant, et ils font réellement refleurir les régions agricoles. La croissance économique dans cette région à cette époque est due à l'arrivée des Juifs qui apportent avec eux leurs ressources, leur savoir-faire, et qui travaillent la terre. Cela entraîne également une immigration arabe accrue, car l'activité économique attire toujours les populations. En 1939, sous la pression des Arabes, les Britanniques ont limité l'immigration juive à 75 000 Juifs par an. Les Juifs disent, « Écoutez, nous avons des millions de personnes qui veulent venir ici », et les Britanniques répondent, « Nous ne ferons pas cela, ce sera 75 000 par an, car nous devons maintenir de bonnes relations avec la population arabe. » C'est juste avant la Shoah, évidemment. Et les Arabes rejettent cela. Les Arabes sont très en colère à ce sujet. Ils continuent de lancer des attaques de faible intensité contre les Britanniques. Ils continuent aussi d'attaquer la population juive. La Seconde Guerre mondiale éclate. Les Juifs,
y compris ceux qui poussaient fortement les Britanniques à établir un État juif et à lever les restrictions sur l'immigration juive en Palestine sous mandat britannique, prennent le parti des Britanniques. Ils forment leur propre division. Ils essaient d'aider les Britanniques. Ce qu'ils disent, c'est « Nous combattons pour l'immigration juive en Palestine comme s'il n'y avait pas d'Allemands, et nous combattons les Allemands comme s'il n'y avait pas de Britanniques. » C'est ainsi que les Juifs voient la situation en Palestine sous mandat britannique. Pendant ce temps, le côté arabe tente de négocier avec Hitler. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a Haj Amin al-Husseini. Il est le grand mufti de Jérusalem, l'un des dirigeants palestiniens de l'époque, un dirigeant arabe important, et il a littéralement rencontré Hitler, essayant de l'encourager à établir une solution finale en Terre Sainte si jamais les Allemands parvenaient à conquérir cette région, ce qui a failli arriver. Rommel était littéralement en Égypte, non? Rommel était là-bas. Bref, avançons un peu. Après la Seconde Guerre mondiale, le mandat britannique limite toujours l'immigration juive en Palestine, parce qu'ils essaient de maintenir le conflit entre juifs et arabes à un niveau relativement bas. En 1947, il y a un plan de partition proposé par l'ONU, car maintenant, le mandat britannique en Palestine touche à sa fin. Les Britanniques veulent se retirer. Ils ne veulent plus être là. L'ONU décide donc de voter un plan de partage. Jérusalem doit rester sous contrôle international. Elle ne serait donc ni territoire juif, ni territoire arabe, mais administrée internationalement. C'est un État fragmenté, ridicule. Le territoire destiné aux Juifs aurait été comme une tranche ici, un petit bout de la côte là, puis le désert du Negev plus au sud. Les Juifs disent, donnez-nous ce que vous pouvez, on le prend. Les Arabes, eux, décident de lancer une série de conflits de faible intensité. Il y a donc une guerre discrète, de bas niveau, qui dure environ un an, avec des attaques arabes contre des implantations juives, des tentatives de meurtre de Juifs, et des Juifs qui essaient de se défendre. Le 14 mai 1948, le mandat britannique prend officiellement fin. Israël déclare son indépendance. C'est Yom HaAtzmaut, ou comme les Arabes l'appellent, la Nakba. Ils appellent cela une catastrophe, la création d'Israël. Le dirigeant d'Israël à ce moment-là est David Ben Gourion. Ben Gourion n'est pas un homme de droite. Ce n'est pas un extrémiste. C'est un socialiste travailliste. Ben Gourion est très favorable à toute forme de négociation. Il est plutôt anti-religieux sur le plan personnel, mais il comprend la nécessité d'un État juif. Dans les documents fondateurs, il demande aux Arabes de rester. Si vous lisez la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, ils disent explicitement « Nous voulons être un État pour tous nos citoyens ». Oui, nous sommes un État juif, mais nous voulons que les Arabes restent. Nous voulons qu'ils deviennent citoyens. Au lieu de cela, tous les pays arabes voisins déclarent la guerre. Israël est entouré de toutes parts par des États hostiles. Vous avez le Liban au nord. Vous avez la Syrie ici. Vous avez la Jordanie. Vous avez l'Arabie Saoudite. Vous avez l'Égypte plus au sud. Et même des pays plus lointains s'impliquent. Le Maroc participe aussi à la guerre de 1948. Vous avez une série d'États qui décident d'envahir et de détruire Israël. Ils veulent littéralement l'étouffer dans son berceau. Et ils le disent ouvertement. Non seulement ils le disent, mais ils demandent aussi aux Arabes vivant dans les zones juives de partir, de se mettre à l'écart pour que leurs armées puissent entrer et rayer Israël de la carte. Mais ce n'est pas ainsi que cela se termine. Ce qui se passe, c'est que les Juifs finissent par conserver presque tout ce qui était prévu dans le plan, sauf la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem se retrouve divisée. Elle n'est pas contrôlée par les Juifs à ce moment-là. L'esplanade du Temple est toujours sous contrôle jordanien. On parle souvent de cette période comme s'il existait un État palestinien à l'époque. Ce n'était pas le cas. En 1964, les États arabes estiment qu'ils ont besoin d'un effort de propagande. Ils créent donc l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. L'OLP est un groupe terroriste. Il appelle explicitement à la destruction d'Israël. Remarquez qu'à ce moment-là, Israël ne contrôle ni cette partie, ni celle-ci. Donc quand il parle de libération de la Palestine, il vise tout le territoire. L'ensemble est censé disparaître, alors qu'Israël ne contrôle même pas encore ces zones. Et il ne demande pas que la Palestine soit libérée de la Jordanie ou de l'Égypte. Il réclame la destruction totale de l'État d'Israël. En 1967, les pays arabes se mobilisent pour une guerre totale. Cela inclut l'Égypte,
la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Cela inclut la Syrie. Ce va être la grande guerre où ils vont enfin se débarrasser de cet État juif naissant qui a moins de 20 ans. Et cela arrive moins de 3 décennies après l'Holocauste. Et Israël lance à la place une guerre préventive. Ils voient venir l'attaque. Ils détruisent toute l'armée de l'ère égyptienne au sol. Et en 6 jours, ils procèdent à la prise du plateau du Golan, cette région de Syrie. Israël prend le contrôle de tout le désert du Sinaï, de toute la Judée et de la Samarie jusqu'au Jourdain, de toute la bande de Gaza, et du quartier ancien de Jérusalem. Ils font tout cela en 6 jours, ce qui fait que l'État d'Israël considère cet événement comme un miracle. C'est une performance militaire incroyable. En 6 jours, ils transforment ce qui devait être leur destruction en une expansion de frontières de ce minuscule territoire vers tout cela. Puis Israël renonce à peu près à tout. Israël conserve le plateau du Golan, car c'est une nécessité militaire. L'ONU appelle Israël à se retirer des territoires occupés. Ici, la formulation de l'ONU a son importance, je me fiche de l'ONU, que je considère comme une organisation poubelle. Mais si vous vous souciez de l'ONU, la résolution du Conseil de sécurité appelle Israël à se retirer des territoires occupés, pas du territoire occupé. Cela fait une différence, s'il y avait cela signifierait que tout ce qu'Israël voudrait conserver serait en question. Avec cela signifie que ces territoires sont soumis à négociation. Le sommet de la Ligue arabe de 1967 a eu lieu à Khartoum, au Soudan, où ils ont adopté les 3 noms, pas de paix, pas de reconnaissance, pas de négociation. Ces 3 noms allaient gouverner le monde arabe, jusqu'aux accords d'Abraham. Et tout cela se passe en 1967. Donc, chaque fois que l'on parle de la solution à 2 États et de pourquoi un accord n'a pas été possible, souvenez-vous qu'un côté a dit, il n'y aura ni paix, ni reconnaissance, ni négociation. Un côté a accepté chaque proposition de paix jusqu'à présent. L'autre a dit qu'il n'accepterait aucune proposition. Et pourtant, on cherche un équilibre moral entre les deux. Expliquez-moi ça. 1973, jour le plus saint du calendrier juif, Yom Kippour. Tout le monde jeûne, tout le monde prie. Et une attaque surprise est lancée contre l'État d'Israël. Golda Meir est première ministre. Elle est complètement prise au dépourvu. On avait été prévenu, mais on n'a pas pris l'avertissement au sérieux. Israël subit des pertes extraordinaires lors de la guerre de Kippour de 1973. Et pourtant, une fois de plus, il conserve ou étend légèrement ses frontières. 1979, accord de Camp David. Enfin une percée. Menahem Begin devient Premier ministre, un dirigeant très conservateur, c'est le premier Premier ministre du Likoud, alors que les 2 grands partis sont le Likoud et le Travailliste. Il conclut un accord de paix avec Anwar el-Sadat, leader nationaliste égyptien. Dans ces accords, Israël rend tout le désert du Sinaï à l'Égypte, en échange d'une paix froide. Sadat est ensuite assassiné. En 1982, la monarchie jordanienne, craignant que l'OLP ne la renverse, expulse les Palestiniens. Des dizaines de milliers de Palestiniens finissent au Liban, d'où des groupes terroristes palestiniens lancent des roquettes contre Israël depuis le Sud-Liban. En 1982, Begin lance une guerre au Liban. Israël atteint presque la capitale Beyrouth et manque occuper tout le pays. Il se retire finalement sous la pression internationale, une guerre désastreuse pour l'État d'Israël. Comme toujours, dès qu'Israël se retire, des groupes terroristes prennent le relais et menacent de nouveau Israël. C'est le schéma constant. La seule exception, le retrait du Sinaï. En 1987, l'intifada éclate dans la région de Judée-Samarie, j'utilise ces termes car ils sont historiquement plus exacts, on l'appelle souvent Cisjordanie parce que la Jordanie l'occupait, et c'est la rive ouest du Jourdain, une anomalie historique, puisqu'elle se trouve à l'est d'Israël. Donc, encore une fois, dans cette confrontation, on ne s'en prend à Israël que lorsque les Juifs occupent ce qu'on appelle la terre palestinienne. L'intifada dure de 1987 à 1991. Yitzhak Rabin, Premier ministre poussé par George H.W. Bush, commence à négocier avec l'OLP, cette même organisation terroriste dirigée par Yasser Arafat, exilé à Tunis et considéré comme un maître de la terreur. Malgré tout, Israël le fait venir à la table des négociations. 1993, accord d'Oslo sous l'égide de Bill Clinton, l'un des accords les moins réussis de l'histoire diplomatique. Ils impliquent Rabin serrant la main d'Arafat. Mais l'OLP ne reconnaît pas vraiment Israël,
n'arrête pas d'endoctriner ses enfants à la violence, et continue les attaques. La violence augmente après Oslo. 1998, sous le Premier ministre Benjamin Netanyahou, son premier mandat, Israël propose à nouveau des concessions, ils veulent juste se retirer et permettre aux Palestiniens de s'auto-gouverner. En 2000, nouvelle négociation à Camp David entre Ehud Barak, très conciliant, et Arafat, avec Clinton en médiateur. Barak offre tout, le mont du Temple sous administration palestinienne avec reconnaissance israélienne, la majeure partie de la Cisjordanie, la bande de Gaza a un véritable État. Arafat refuse et lance une vague de violence, seconde intifada, y compris des attentats suicides dans les rues, dont une pizzeria ciblée où je devais passer quelques heures plus tard. 2004, Arafat meurt, Mahmoud Abbas le remplace, il a soutenu le terrorisme et a écrit une thèse niant l'Holocauste. 2005, sous Ariel Sharon, le bulldozer, héros de 1973, Israël se retire unilatéralement de Gaza, démantelant les colonies juives. Mais Hamas arrive, brûle les serres, les maisons, et prend le pouvoir. Dès lors, une division s'installe, un leadership à la Cisjordanie, Abbas, et un à Gaza, Hamas. En 2005, Abbas remporte les élections, principalement parce que Hamas et le djihad islamique les boycottent. En 2006, Hamas remporte les élections à Gaza, premier geste, prendre le pouvoir, pas faire la paix. 2008, Ehud Olmert, Premier ministre, propose tout à Abbas, même meilleure offre que Barak, mais Abbas refuse et initie la guerre de Gaza, 2008, opération plomb durci. 2014, nouveau conflit massif avec des roquettes de Gaza, et Israël intervient encore. Et cela nous amène à aujourd'hui, 2021. Une autre guerre à Gaza dans laquelle le Hamas a décidé de lancer des roquettes contre l'État d'Israël. La véritable raison n'a rien à voir avec des différends territoriaux à Jérusalem. La véritable raison tient au fait que Mahmoud Abbas s'apprêtait à organiser une élection en avril. Il l'a annulée parce qu'il savait qu'il allait la perdre face au Hamas. Comme toujours, la meilleure façon de rallier des soutiens quand on voit le danger approcher, c'est de commencer à accuser les Juifs et à tenter de les tuer. On peut alors déclencher une course aux armements entre soi-même et le Hamas sur le nombre de Juifs que l'on peut tuer. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, en 2021. Le Fatah, qui est la branche militaire de l'autorité palestinienne, est aussi un groupe terroriste. Et le djihad islamique également. Vous avez donc 3 groupes terroristes qui dirigent cette zone ici. Et, encore une fois, Israël n'a aucun intérêt à contrôler ces zones. C'est la dernière chose qu'Israël souhaite. C'est pourquoi Israël n'est pas revenu envahir ces zones ni expulser le Hamas. Ils ne veulent pas de leurs soldats dans ces zones particulières. Ce qu'Israël a fait, parce qu'ils ne souhaitent pas être impliqués dans une guerre à grande échelle, c'est qu'ils ont développé le système du dôme de fer. Le système du dôme de fer est vraiment une prouesse technologique. Ainsi, le Hamas tire des roquettes vers le centre d'Israël. Israël est un tout petit État. Si vous lancez une roquette depuis la bande de Gaza jusqu'à Jérusalem, vous avez environ 90 secondes d'alerte avant que la roquette n'atteigne Tel Aviv, qui se trouve ici. Si elle atteint Tel Aviv, là encore, alerte de 90 secondes. Si vous êtes à Ashdod ou Ashkelon, un peu plus au sud, vous avez 15 ou 30 secondes d'alerte avant l'impact. Israël développe alors cette technologie incroyable appelée le dôme de fer. Voici à quoi ressemble une batterie de dôme de fer. Vous pouvez voir qu'il charge la batterie avec une série de missiles antimissiles. Une roquette ennemie est lancée. Israël dispose de systèmes radars très précis qui suivent le lancement. Ensuite, un système de contrôle estime le point d'impact. Puis, il déclenche un lanceur pour intercepter la roquette. Et il ne défend pas contre les roquettes qui vont atterrir en pleine nature. Ils ont ces batteries installées dans toutes les grandes villes d'Israël. Le dôme de fer est essentiellement un miracle technologique. Ils interceptent une balle avec une balle. Et ils le font sans temps pour hésiter. Actuellement, le taux de réussite dépasse les 90%, ce qui signifie, soit dit en passant, qu'Israël peut être moins sévère envers le Hamas qu'il ne le serait autrement. Parce que si toutes ces roquettes touchaient réellement toutes les zones peuplées d'Israël, Israël dévasterait simplement le Hamas. Comme tout autre État, il n'aurait d'autre choix que d'intervenir au sol et d'en finir, ce qui explique pourquoi, si le Hezbollah au nord, à la frontière libanaise, décide de déclarer la guerre à Israël, il dispose de bien plus d'armement que le Hamas. Et donc, Israël serait obligé d'intervenir à grande échelle et de faire ce qui doit être fait. Israël adopte une approche extrêmement ciblée dans la gestion de ce conflit.
Ils larguent des bombes, knock, sur les bâtiments. Ce sont des bombes qui secouent les immeubles avant d'en sortir. Puis ils bombardent l'immeuble une fois tout le monde sorti. Ils appellent les gestionnaires d'immeubles et leur demandent de partir. Nous avons des enregistrements où ils disent « Évacuez le bâtiment ». Et les gestionnaires répondent « Nous ne voulons pas ». Et les Israéliens expliquent « Si, il y a des enfants à l'intérieur ». Et le gestionnaire répond « D'accord, mais si vous tuez des enfants, cela fera une bonne propagande pour nous. » C'est incroyable. Et pourtant, d'une certaine manière, le monde y voit une sorte d'équivalence morale. Maintenant, il existe des implications politiques internationales qui ont changé récemment concernant Israël. J'ai parlé spécifiquement du conflit israélo-palestinien. Mais l'un des événements vraiment majeurs est que, si l'on remonte, Israël entretient actuellement une paix froide avec l'Égypte. Israël a une sorte de paix froide avec la Jordanie. Et parce que l'administration Obama a considérablement renforcé l'Iran, les 3 noms de Khartoum, pas de paix, pas de reconnaissance, pas de négociations ont complètement disparu pour de nombreux États arabes, qui ont décidé, devinez quoi? Les Juifs ne sont plus notre ennemi. L'Iran est notre ennemi. Et voilà comment les accords d'Abraham ont vu le jour, les AU, Bahreïn et le Maroc, qui avaient soutenu différentes campagnes d'extermination contre l'État juif, ont maintenant décidé de former une paix assez chaleureuse avec Israël et de reconnaître son existence. Cela a fondamentalement changé la carte sur le terrain. Pendant ce temps, l'administration Biden tente de revenir en arrière en essayant de soutenir le gouvernement palestinien radical de Fatah ou du Hamas ou du djihad islamique. Très bien. Alors, parlons de ce qui s'est exactement passé ces derniers mois et qui a entraîné ce nouveau cycle de violence. Commençons par les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ont constitué un changement monumental dans la vision du Moyen-Orient. Pendant des décennies, on pensait qu'il n'y aurait pas de paix entre Israël et tous ses États arabes environnants. C'est pour cela qu'on parle du conflit israélo-arabe, plutôt que d'Israël contre les Palestiniens, car on supposait que cela impliquerait tous ces pays à cause des 3 noms de Khartoum. L'idée était que tant qu'Israël n'aurait pas conclu un accord avec les Palestiniens, il n'y aurait jamais la paix dans la région. Personne ne pourrait reconnaître Israël tant qu'Israël n'aurait pas fait de concessions aux Palestiniens. Ainsi, dans cette optique, Israël continuait à dire « D'accord, nous ferons cette concession puis celle-ci ». Et les Palestiniens répondaient « D'accord, nous prendrons ces concessions, mais nous ne ferons pas ce que vous voulez que nous fassions ». Tout cela a été pulvérisé par l'administration Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et surtout, ironiquement, par Barack Obama. En effet, pendant l'administration Obama, il y a eu un véritable changement dans la façon dont les États-Unis traitaient l'Iran. Depuis la révolution iranienne de 79, l'Iran menace constamment d'extinction l'État d'Israël. Il crie « Mort aux Juifs, mort à l'Amérique, détruisez l'entité sioniste ». Cela fait partie de leur rhétorique depuis très longtemps, tandis qu'ils développaient en secret des armes nucléaires. Barack Obama avait alors cette vision étrange du Moyen-Orient dans laquelle les États-Unis pourraient réduire leur présence en établissant l'Iran comme contrepoids à l'Arabie saoudite. Cela créerait une forme de realpolitik où l'Iran, supposément modéré, repousserait son programme nucléaire juste assez pour renforcer les modérés au pouvoir. Puis il serait accueilli comme un État normal, apportant un équilibre entre sunnites et chiites au Moyen-Orient. Et cela résoudrait tous les problèmes. C'était la nouvelle idée de Barack Obama. Une idée catastrophique car, comme on l'a vu, il n'existe aucun modéré dans le gouvernement iranien. Il est dirigé par les mollahs. Cette fausse notion selon laquelle les modérés s'émanciperaient grâce aux concessions américaines est totalement bidon. L'Iran poursuit en secret son programme nucléaire. L'Iran utilise l'argent que les États-Unis lui fournissaient pour financer le terrorisme dans toute la région. Si nous avions une carte plus grande du Moyen-Orient, on verrait qu'au bout de l'Arabie saoudite se trouve le Yémen. Il y a une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran au Yémen. Les Houthis, groupe terroriste soutenu par l'Iran, combattent un groupe pro-saoudien au Yémen, causant des dégâts considérables. Les États-Unis, sous l'administration Obama, s'étaient éloignés de leurs alliances avec Israël et l'Arabie saoudite pour se rapprocher, étrangement, de l'Iran, un État qui cherche à détruire à la fois l'Arabie saoudite et Israël. Cela a poussé l'Arabie saoudite à se dire « Attendez une seconde, nos ennemis ne sont pas les Juifs. Les Juifs ne cherchent pas à nous nuire. Les Juifs ne nous veulent rien. Ils veulent simplement vivre en paix là-bas. » Alors que l'Iran cherche réellement à faire sauter nos ressources pétrolières et détruire notre pays. Et ce qui serait formidable,
c'est de former une sorte d'alliance cachée. Ainsi, tous les États proxy saoudiens, y compris les accent aigu AU, Bahreïn et les autres États sunnites de la région, ont décidé, attendez, notre ennemi n'est pas les Juifs, c'est l'Iran. Ils ont commencé à nouer des liens avec Israël, de manière officieuse, au point que même sous l'administration Obama, il était question que l'aviation israélienne utilise l'espace aérien saoudien pour frapper l'Iran, situé ici sur la carte. Toutes ces nouvelles connexions se forment. Le nouveau régime égyptien, issu des frères musulmans après le printemps arabe, était initialement très populaire. Mais cela n'a pas fonctionné. La fraternité a été évincée. Le général al-Sisi a pris le pouvoir en Égypte. Il est devenu beaucoup plus proche d'Israël. L'Arabie saoudite aussi a resserré ses liens avec Israël. Puis vient l'administration Trump, qui décide de renverser des décennies de sagesse conventionnelle sur la question israélo-palestinienne et sa centralité. L'idée était que si l'on pouvait forcer Israël à faire suffisamment de concessions, et si l'on pouvait simplement les empêcher de dire qu'ils aiment Jérusalem et veulent la garder, alors peut-être que l'on pourrait faire accepter la présence d'Israël à l'ensemble du monde musulman. L'administration Trump arrive avec une approche totalement différente, ce qui est absurde. Ainsi, on observe ces liens naissants entre Israël et plusieurs pays arabes. La question palestinienne est un sujet complètement à part. Elle est totalement distincte. À la place, voici ce que nous allons faire, nous allons affirmer très clairement que nous soutenons le droit d'Israël à exister, sa souveraineté sur Jérusalem, et sa souveraineté sur la Palestine. Nous allons retirer ces points de la table des négociations. Les Arabes n'ont plus le droit d'attendre qu'Israël cède ces éléments, car nous annonçons que nous ne les y pousserons pas. Et nous allons favoriser les liens entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn, et l'Arabie saoudite. Et, surprise, tous ces pays arabes décident que leur ennemi, ce ne sont pas les Juifs, mais les Iraniens. Donc, il faut vraiment renforcer les liens avec ces pays et créer une sorte de nouveau bloc de sécurité régionale. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Puis Joe Biden arrive au pouvoir et décide de tout abandonner. Il dit, allez, voyons. Et il affirme qu'il va rejeter tous les progrès accomplis. Il va faire comme si les accords d'Abraham n'avaient jamais existé, et commencer à faire des ouvertures envers l'Iran. Simultanément, il va revenir sur une autre politique de l'administration Trump. L'administration Trump avait clairement dit qu'elle ne ferait pas semblant d'être un médiateur impartial entre Israël et un tas de groupes terroristes. Au lieu de cela, elle avait annoncé qu'elle soutiendrait Israël et cesserait de financer, par exemple, le Fatah, l'Autorité palestinienne, l'UNRWA, et le Hamas. Elle a donc coupé les financements de ces diverses organisations. Biden arrive et dit, je vais restaurer le statu quo. Il veut réintégrer l'accord avec l'Iran, ce qui permettrait à l'Iran de financer le terrorisme avec l'argent du contribuable américain. Il veut restaurer l'aide à tous ces groupes terroristes palestiniens. Les Palestiniens se disent alors, très bien, c'est le bon moment pour agir. Et les Iraniens pensent pareil. Parce qu'il y a maintenant une administration qui n'est manifestement pas pro-saoudienne, ni pro-israélienne. Donc si on pousse un peu, voyons jusqu'où on peut aller. Deuxième facteur, l'autorité palestinienne n'a pas organisé d'élection depuis 2006. Mahmoud Abbas a été élu pour la dernière fois en 2005. Il est désormais dans la 16e année d'un mandat de 4 ans. Alors, quand les gens disent qu'Israël n'est pas démocratique ou qu'il est un État d'apartheid, 20% de la population israélienne est arabe. Il y a des Arabes à la Cour suprême. Il y a un grand parti arabe, Ra'am, qui siège à la Knesset. Dire qu'Israël est un État d'apartheid est un mensonge. Les véritables États d'apartheid sont l'autorité palestinienne et le Hamas. Aucun juif n'y vit. Et ils n'ont pas organisé d'élection depuis près de 2 décennies. Alors Abbas, pour essayer de plaire à l'administration Biden et à la base démocrate montante aux États-Unis et dans la communauté internationale, veut montrer qu'il est légitime. Nous allons organiser une élection, dit Mahmoud Abbas. Il a, je crois, 80 ans. Et il s'avère que personne n'aime Mahmoud Abbas. Alors le Hamas semble prêt à prendre le contrôle non seulement de Gaza, mais aussi de la Cisjordanie, de la Judée et de la Samarie. Donc, quelques semaines avant les élections, Abbas se dit, tu sais quoi? Mauvaise idée. Pas d'élection. Et sachant que cela va provoquer une flambée de violence, Abbas commence à inciter à la violence contre Israël. Le Fatah, qui contrôle toutes les chaînes de télévision en Cisjordanie, commence à diffuser des vidéos disant qu'il est bon de tuer un juif.
Ils intensifient vraiment leur rhétorique anti-israélienne. Des vidéos TikTok montrent des jeunes Palestiniens frappant des Juifs à Jérusalem, et ces vidéos sont célébrées. Il y a donc plusieurs prétextes utilisés pour détourner l'attention de l'annulation des élections et accuser Israël. 2 points sont particulièrement mis en avant. Le premier est que des Palestiniens auraient été empêchés d'entrer par la porte de Damas, une des entrées de Jérusalem menant au mont du Temple. Des barrages routiers avaient été placés là par crainte de troubles, ce qui s'est confirmé dès leur retrait. Les gens se sont rassemblés, ont émeuté, ont été violents. Cela a été utilisé comme prétexte pour dire qu'Israël restreignait l'accès au mont du Temple. Je suis allé sur le mont du Temple. Les musulmans y ont un accès total. C'est le Waqf islamique qui en a le contrôle. Et ce, depuis 1967. Israël a repris toute la vieille ville de Jérusalem, y compris le mont du Temple, et Moshe Dayan, général de l'armée israélienne à l'époque, a remis les clés au Waqf islamique. Aujourd'hui, les Juifs n'ont pas le droit de prier ouvertement sur le mont du Temple, ce qui est aberrant. Les musulmans se plaignent qu'ils ne peuvent pas y prier. Ce n'est pas vrai. Absolument pas. Au plus fort des tensions, 100 000 musulmans sont montés prier là-bas à la fin du Ramadan. Cela ne ressemble pas à une grande restriction des libertés religieuses. Des membres du Fatah et du Hamas ont alors pris le contrôle de la mosquée Al-Aqsa. Ils ont apporté des pierres, des projectiles, et ont commencé à les jeter sur la police. Ils ont hissé des drapeaux du Hamas au sommet de la mosquée à un groupe terroriste génocidaire. Ils ont attaqué la police israélienne. Lorsque celle-ci est intervenue, on a prétendu qu'Israël était agressif dans la mosquée Al-Aqsa. Et c'est ainsi qu'ils justifient les tirs de roquettes. C'est un prétexte, et c'est un mensonge. Deuxième raison avancée, le litige juridique à propos du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem, connu des Juifs sous le nom de Shimon HaTzadik. Dans les années 1870, des Juifs achètent des terres là-bas, autour de la tombe du sage talmudique Shimon HaTzadik. Population juive importante jusqu'en 1948. En 1948, la Jordanie prend le contrôle de cette zone, y compris la vieille ville, et interdit l'accès aux Juifs. Pendant cette période, elle accorde à certains habitants de Sheikh Jarrah des titres de propriété. Mais pas à tous. En 1967, Israël reprend la zone. Ceux qui avaient des titres de propriété les réclament. Les tribunaux israéliens tranchent, les Palestiniens peuvent rester, mais doivent payer un loyer. Ils ne le font pas pendant 50 ans. Les héritiers des anciens propriétaires veulent récupérer les maisons et construire un immeuble. Le tribunal décide que, faute de paiement, il y aura expulsion. Mais l'exécution est suspendue. L'affaire va à la Cour suprême. Cela est utilisé comme prétexte pour émeutes et tirs de roquettes. On accuse Israël de nettoyage ethnique. Ce qui est absurde, car il y a toujours des familles arabes dans Sheikh Jarrah, soit parce qu'elles payaient leur loyer, soit parce qu'elles avaient un titre légal. La population palestinienne de Jérusalem, de la Cisjordanie et de Gaza a explosé depuis 50 ans. Pour un pays accusé de nettoyage ethnique, Israël est singulièrement incompétent à cet égard. En réalité, le conflit vient de l'annulation des élections par Abbas, de l'escalade de la violence, et de la surenchère du Hamas. Ils commencent à tirer des roquettes sur Israël, depuis des zones civiles, parce qu'ils savent qu'Israël évitera de frapper ces endroits. Le Hamas utilise l'aide étrangère non pas pour l'eau ou l'électricité qu'Israël fournit gratuitement mais pour construire des tunnels terroristes et stocker des roquettes, fournies par l'Iran, le même pays avec lequel l'administration Biden tente de renégocier. C'est aussi la raison pour laquelle 200 démocrates ont voté contre un projet de loi visant à sanctionner les entreprises finançant le Hamas. En 2019, un texte identique avait été adopté à l'unanimité. Mais maintenant, avec Biden président et une volonté de renouer avec l'Iran, il n'a jamais vu le jour à la Chambre. Voilà où nous en sommes. Israël tente d'éliminer la capacité du Hamas à lancer des roquettes sans devoir faire une invasion terrestre, car il n'y a aucune bonne solution. Si Israël détruit le Hamas, quelqu'un d'autre prend la relève. La seule période de paix prolongée, historiquement, a été lorsqu'Israël maintenait des troupes au sol. Mais Israël ne veut pas cela. Les deux seules options jusqu'ici ont été, subir des attaques tous les quelques années, puis réagir, ou maintenir une présence militaire constante. Comme vous pouvez le constater, cela a pris beaucoup de temps pour ne couvrir que l'histoire de base de ce conflit. Il y a bien plus encore. Et donc, les journalistes qui résument cela à une simple dispute frontalière ou à Benjamin Netanyahou sont dans l'ignorance et dans la bêtise.
Faites vos recherches avant de commenter. À chaque regain de violence dans la région, on voit des attaques antisémites dans le monde entier, de Los Angeles à New York, en passant par l'Europe. Certains, notamment à gauche, disent, s'il n'y avait pas Israël, il y aurait moins d'antisémitisme. Mais cela revient à ignorer toute l'histoire entre 136 et 1948. C'est ironique d'imaginer quelqu'un qui frappe un juif dans la rue en disant, si Israël n'existait pas, je ne te frapperais pas. Bien sûr, toute critique d'Israël n'est pas antisémite, pas plus que toute critique des États-Unis n'est anti-américaine. Mais chaque antisémite est anti-Israël. Sans exception. Et il y a une forte corrélation entre l'antisionisme et l'antisémitisme.